Alors, nous démarrons cette soirée Zoom. Nous innovons à la PSP puisque nous ne pouvons pas nous réunir en présentiel. Donc, bonsoir à tous ceux et celles qui se sont connectés et bienvenue à cette première soirée thématique. Donc, comme vous avez pu le voir sur le mail que je vous ai envoyé avec le lien, on vous demande, s'il vous plaît, et je vois que c'est fait pour tout le monde, de tenir vos micros fermés tout le long de la soirée, parce que comme nous sommes nombreux, il ne faut pas que ça interfère avec les intervenants. Et à la fin des interventions, on vous invitera à poser des questions par chat. Donc, je pense que vous avez tous repéré où se trouvait le chat pour poser vos questions. Et nos intervenants répondront donc aux questions que vous nous envoyez. Donc, je vais passer la parole à Frédéric Assoun, qui est notre présidente de la PSP, pour vous parler du déroulé de cette soirée et vous présenter les différents intervenants. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Effectivement, depuis début octobre, j'ai la chance d'avoir été élue la nouvelle présidente de la PSP, qui est une mission qui me tient à cœur et qui je pense, est très importante pour notre région, parce que je pense que notre association est très active et très dynamique. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir continuer à vous proposer des soirées thématiques régulièrement pour pouvoir réfléchir ensemble et échanger sur les soins palliatifs, sur nos pratiques et pouvoir continuer en fait à avoir un temps de réflexion commun sur le domaine des soins palliatifs. Ça a fait l'objet d'une réflexion commune au sein de la PSP pour pouvoir reformater les soirées et vous les proposer autrement. Et c'est une première ce soir, en fait, de vous proposer une soirée en fait par vidéoconférence par le logiciel Zoom. Alors voilà, alors on est un peu stressé parce que c'est la première fois qu'on va utiliser le logiciel de cette façon-là. En même temps, on est assez fiers et on est content que vous soyez nombreux à nous avoir rejoints pour qu'on puisse partager ensemble ce moment. On vous proposera régulièrement là d'autres soirées thématiques dont on vous tiendra au courant du programme des prochaines soirées. Je vous informerai de la date et de la prochaine thématique qui aura lieu au mois de février. Ce soir, il y aura plusieurs temps dans cette soirée. Un premier temps où nous allons vous présenter un livre qui est un collectif qui a été coécrit par des artistes, des soignants et des patients au sein du service de soins palliatifs de la Seine. Ça fera l'objet de la première partie de la soirée. Dans un second temps, le docteur Cécile Bernard, puis Madame Margot Vieille vont nous parler d'un travail de recherche sur la sédation en soins palliatifs. Enfin, on aura un temps qui sera dédié aux questions. Donc le temps de questions pour toutes les thématiques sera en fin de réunion. Et comme l'a dit Micheline, en fait, comme on sera assez nombreux, on vous demande de nous communiquer vos questions par écrit. Pour que ce soit pour pas qu'on se gêne au niveau du temps de parole. Et voilà, alors juste une petite réflexion, c'est que quand on s'est dit qu'on allait proposer des soirées maintenant par écran interposé, on se disait que on est obligé de s'adapter vu le contexte sanitaire et que moi je trouve que le propre des soins palliatifs c'est de s'adapter en toute situation. Donc encore une fois, la preuve est qu'on est tout à fait capable de le faire. Et on craignait que ce soit une déshumanisation de nos soirées, de perdre ce côté relationnel. Et finalement, vu que je vois vos enfants, vos chats et votre mobilier, moi je trouve que c'est plutôt très humain comme relation ce soir. Donc voilà, c'était une réflexion que je me faisais. Je vous rappelle que pour ceux qui l'ont pas fait, que notre association, elle vit grâce à vos adhésions. Donc, pensez à renouveler votre adhésion et puis à parler de notre association autour de vous.
voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur l'actualité peut-être des actions menées par notre association. Actuellement, la PSP est en partenariat actif avec l'ARS au sein d'un comité de pilotage pour réfléchir en fait sur le nouveau plan gouvernemental, le nouveau plan de développement des soins palliatifs. Et voilà, et on a proposé ce partenariat. On trouvait que c'était important en fait que nos partenaires de soins palliatifs régionaux puissent être représentés et que la PSP est là pour ça. Donc, on vous tiendra au courant, bien sûr, de l'avancée de notre travail. Voilà. Et puis, donc, je vous tiens au courant dès maintenant de la prochaine soirée. La prochaine soirée de la PSP, ça sera le 7 février. Donc, c'est toujours un lundi soir. Non, c'est pas le 7 février. J'ai réussi à me tromper. Le 1er février, j'ai réussi à me tromper. Donc, le 1er février. Et ça sera une soirée consacrée à l'éthique, avec comme intervenant le docteur Hubert Tesson, qui est médecin à Sainte-Élisabeth, et monsieur Didier Quintini, qui est infirmier au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs à l'équipe de la Timone. Voilà. Et puis, en fait, je garde la parole, puisque c'est moi qui commence, en fait, avec la première partie de la soirée. Donc moi actuellement je suis médecin au sein de l'unité de soins palliatifs de la Seine-sur-Mer. Il y a environ ça va faire 7 ans, enfin, peu importe. Nous avons décidé de faire rentrer l'art auprès de nos patients. On a rencontré par hasard messieurs Alain et Michel Cadéot, Alain Cadéot étant écrivain. Son frère Michel est artiste peintre. Et on a décidé de les faire rentrer au départ avec l'idée d'ateliers d'écriture ou de peinture. De leur côté, ils avaient un profond désir de travailler auprès des patients de soins palliatifs. Donc, ils sont rentrés au sein de notre service. Et puis, on a commencé à organiser des rencontres auprès de nos patients dans une salle de réunion en collectif avec quelques patients, 2, 3, 4 patients et leurs familles. Et puis parfois en individuel pour les patients qui étaient les plus fatigués, qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre. Des ateliers qu'on attendait initialement, en fait, il s'est jamais produit en fait ça. Parce que c'était pas en fait ce qui se passait avec les patients, c'était pas ce que Alain et Michel avaient envie d'apporter. Et puis grâce aux rencontres, on a appris à se connaître les uns les autres, à se faire confiance. Et ça s'est mis en place tout doucement, avec beaucoup d'hésitation, petit pas par petit pas. Et finalement, voilà, c'était pas vraiment, c'était pas organisé, c'était pas vraiment prévu. En fait, on a laissé ce qui pouvait se produire arriver. Et c'était sous la forme d'un petit goûter. On partageait une collation, une boisson chaude, une discussion, et puis des lectures, et puis des fragments de vie, des histoires, des souvenirs de voyage. Alain et Michel ont tenu aussi à ce que nous, soignants, on soit vraiment impliqués dans cette rencontre. Donc, on puisse nous arriver autrement en se dévoilant aussi un petit peu et partageant aussi de nos propres souvenirs avec les patients, avec les soignants, ce qui n'a pas été forcément évident. Et puis, assez rapidement, Alain et Michel ont commencé à écrire des courriers à des patients. Et puis, nous, soignants, parfois à partager nos ressentis sous forme de mail ou de courrier. Et puis, certains patients se sont mis à répondre
à Alain et Michel. Et puis, donc, alors, il faut savoir que les référents du projet étaient, donc moi en tant que médecin, notre psychomotricienne Delphine, qui ne peut pas être là ce soir pour des raisons personnelles, et puis le psychologue du moment, Monsieur Henri Pain, puis Florian Galbert qui a pris sa suite. Donc, nous recevions les courriers par mail, on les imprimait, on allait les amener dans les chambres des patients, donc c'était assez agréable d'avoir l'impression d'être comme voilà les porteurs d'un message. Soit ils décidaient de lire leur courrier tout seuls, soit ils demandaient qu'on leur en fasse la lecture, et puis après, soit ils élaboraient eux-mêmes leurs réponses, ou parfois il était nécessaire qu'on leur porte assistance pour pouvoir rédiger leur courrier. Voilà. Et donc, évidemment, quand nous, on a fait ce travail, on n'avait aucune idée qu'un jour, ça puisse être utilisé. Enfin, on a fait ce travail avec les patients parce qu'on s'est très vite rendu compte que ça leur apportait beaucoup. Mais sans idée de publication du tout. Hein, ça faisait pas partie de notre projet, on n'y avait pas pensé. Et puis un jour, en fait, l'éditeur de Alain Cadéot nous a proposé de recueillir les courriers, les témoignages et de le publier. Et donc, ça a donné ce livre. Donc, vous voyez la couverture, il est là, en vrai. Et je vais vous montrer quelques illustrations par la suite. Parce qu'au moment de mettre les courriers en commun et donc de constituer un ensemble pour un recueil, Michel Cadéot, qui est donc l'artiste peintre qui venait dans nos services, nous a fait part d'un cahier qu'il tenait où lui il posait son ressenti après les rencontres. Un cahier qui nous est pas montré auparavant puisque c'était quelque chose qui était tout à fait personnel et qu'il comptait garder pour lui. Et puis au moment où il y a eu l'idée de constituer en fait ce recueil, il a décidé de nous montrer ce qu'il avait produit. Et ce sont les illustrations qui figurent dans le livre, qui sont des tableaux. Donc vous verrez, je vais vous montrer par la suite le travail de Michel. Voilà. Ce sont voilà, les tableaux, portraits, paysages que Michel a produits en association avec les rencontres que nous avons faites avec les patients. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer en gros comment est né le projet. Le livre a été publié là récemment, le début octobre de cette année. La publication a été retardée pour des raisons sanitaires, il devait être publié un petit peu plus tôt. Et voilà, il est alors je fais un petit peu de pub, mais c'est pas pour moi parce qu'en fait on n'a pas de bénéfice personnel. Il faut savoir que l'éditeur a été très touché par notre projet. Tous les frais en fait il en a assumé les frais d'édition et tous les bénéfices des ventes du livre sont reversés à notre association pour le développement des soins palliatifs. Voilà. Et nous avons bien sûr cédé nos droits d'auteur. Donc, je vais pour la suite passer la parole à Alain et Michel Cadéot, qui sont les artistes grâce auxquels nous avons pu effectuer ce travail et qui vont pouvoir témoigner de leur vécu, de leur ressenti auprès des patients. On vous proposera une lecture pour pouvoir vous faire part un peu de ce qui a pu se produire, survenir au moment de ces rencontres et du contenu des courriers. Et voilà, après, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de vous procurer ce livre, voilà, qui est donc dans beaucoup de librairies et aussi directement en vente sur le site des éditions La Trace. Alain et Michel, je vous passe la parole. Oui, vous nous entendez d'abord? Oui, très bien. Ah bon. Bon, écoutez, je ne sais pas, vous avez dit beaucoup de choses, je ne vois pas très bien ce qu'on peut compléter, si ce n'est que, effectivement, l'idée éditoriale est venue beaucoup plus tard, au bout de 6 ans, parce que nous voulions, au fond, rendre hommage aux êtres que nous avons aimés, rencontrés et aimés,
et dont certains nous ont profondément marqués en tous les cas. Alors c'est vrai que nous n'avions absolument pas de plan particulier lorsque Michel et moi nous sommes arrivés dans ces soins palliatifs. D'ailleurs, médecins, psychologues, etc., étaient un peu paniqués au départ parce qu'ils se demandaient ce qu'on allait faire. Et puis, les choses se sont déroulées, je pense, assez simplement. Le tout, finalement, autour du langage. Hein. Moi, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Vous voyez, on peut parler pour ne rien dire. Et puis, on peut également peut-être dire certaines choses qui marquent ta vie et qui marquent l'au-delà même de notre vie. C'est ce qui reste finalement, comme disait l'autre, quand on a tout oublié. Ce sont ces quelques mots qui font retour à l'enfance très souvent aussi, mais ça vous l'aurez sûrement tous remarqué, à quel point ce prisme de l'enfance est important. Et c'est vrai que ces courriers, parce qu'il s'agit de courriers, d'échanges, et au fond, quoi de plus beau qu'une lettre adressée en ces temps difficiles et en ces situations en soins palliatifs particulièrement difficiles, quoi de plus beau qu'une lettre au fond? On attend tous ce courrier. Et quand quelqu'un vous répond, bah, c'est merveille, quoi. Donc effectivement, le titre Lettres en vie est très important parce qu'il ne s'agissait absolument pas de parler de mort ou de décadence ou de choses épouvantables, mais au contraire de montrer que jusqu'au bout, l'être humain porte en lui quelque chose qui le transfigure. Et c'est ce qui nous a fascinés, je pense, Michel et moi. Ça a été ces illuminations successives que nous avons pu visiter chaque fois que nous rencontrions un patient. Et là, il nous donnait réellement le meilleur de lui-même. Donc, comment ne résister à l'envie de poursuivre ce travail par le biais de l'édition. Voilà. C'est un peu ça, ce livre. C'est un témoignage. C'est une question pour Michel. Alors, Michel, en fait, pendant là, sur l'écran partagé, on fait défiler un petit peu les portraits, les tableaux qui illustrent le livre. On n'a pas pu tout mettre, évidemment. Mais du coup, voilà, si tu souhaites en dire quelque chose. Oui, comme tu l'as précisé au début, c'est vrai que c'était quelque chose que je ne pensais pas montrer. Hein, c'est un travail très expérimental. Ce sont des rencontres, ce sont des intuitions, ce sont des impressions. Et d'ailleurs, là, on voit un portrait, et c'est assez étonnant parce qu'il y a une anecdote sur ce portrait concernant Monica, qui avait beaucoup de difficultés d'expression. Et puis, quand nous avons rencontré Monica, il y a eu un échange assez étrange et troublant. Et quand je suis rentré avec Alain le soir, je suis allé dans mon atelier, pour différentes raisons, et puis ce tableau était accroché à mon mur. Et là, j'ai vu j'ai vu le visage de Monica. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Je n'avais pas fait vraiment le rapprochement. Et puis, j'avais travaillé ce tableau, j'avais peint ce tableau quelques années auparavant. Et donc, j'ai écrit, par l'intermédiaire toujours de cette façon du psychologue, donc un mail en proposant à Monica de lui présenter ce tableau. Malheureusement, Monica n'a pas pu le voir. Elle aurait été, je crois, heureuse de le voir, mais je pense que les personnes du service pourront témoigner en disant qu'effectivement, il y avait un air de ressemblance. Bon, enfin, ça, c'est une petite anecdote, mais pour revenir, si vous voulez, notamment, oui, pour revenir, si vous voulez, aux peintures, bon, là, c'est une expression qui est particulière, mais disons que j'avais envie de faire des croquis, j'avais envie de donner, de montrer cette espèce de regard par cette expression qui est la peinture. Chaque caractère étant un territoire très, très particulier, et donc ce sont des ambiances, des impressions que j'ai voulu mettre sur le papier, parce que la plupart de ces œuvres sont sur le papier. Et voilà comment ça s'est créé, tout simplement. Et puis c'est vrai que pour moi, c'est une expérience incroyable de
avec Alain, bien entendu, parce que nous en parlons de tout ça. Mais j'avais envie de le traduire autrement que par les mots, par cette espèce de gestuelle avec les encres, les couleurs, tout simplement. Oui. Oui, je voulais rajouter que nous, de notre point de vue de soignants, parce qu'en fait, on continuait à voir les patients tous les jours, et après les passages en fait des artistes, et on a vraiment expérimenté des patients qui réinvestissaient quelque chose de leur vie. On a un patient notamment qui était passionné par les Indiens et par la peinture, et dont toutes les dernières semaines de vie ont été organisées sur l'élaboration d'un tableau et de tout un travail, parce qu'il fallait tous les jours qu'il puisse être à son bureau pour peindre, et en fait toute sa journée était organisée autour de ça, et avec en fait vraiment quelque chose de retrouver de l'élan de vie. Voilà, du désir de vie grâce à ce projet qu'il a pu réinvestir. Je pense aussi à des patientes, on va peut-être en faire un témoignage tout à l'heure par une lecture, qui ont retrouvé le goût de la rencontre de l'autre, de se faire coquette, d'être dans la séduction, d'avoir envie de discuter, de faire part de leur voyage, de leurs souvenirs d'enfance, et aussi de rencontrer, oui, d'être dans une vraie rencontre à l'autre et une rencontre de soi, quoi. Voilà, donc nous, parfois, le fait d'être présent au moment de ces rencontres auprès des patients a pu transformer notre relation avec eux après. Et c'était vraiment très, très touchant. Alors, c'était parfois difficile, hein, ça pouvait aussi faire revenir des souvenirs parfois compliqués. Mais en fait, il se passait toujours quelque chose. Voilà. Après, c'est difficile de témoigner. Il s'est passé tant de choses que c'est difficile en fait en si peu de temps d'en témoigner. Est-ce que on vous proposait de faire une lecture peut-être maintenant? Oui. Ça te va, Alain? Oh, moi, ça me va très bien. Ça te va? Alors, En en fait, il s'agit d'un courrier. En fait, dans un premier temps, c'est notre psychologue qui fait l'intermédiaire, puisqu'il a aidé une patiente à élaborer une réponse. Donc, moi, je vais lire le mot du psychologue et de la patiente, et Alain lira la lettre qu'il a écrite à la patiente. Donc, voilà. Bonsoir, Alain. Voici la réponse de Josette. Je pense qu'elle souhaitera échanger un peu plus tard. Elle a été et reste très touchée par ce moment partagé avec vous. Elle est agréablement bouleversée de retrouver des souvenirs et des traces de sa vie passée de voyageuse qui continue à voyager autrement. À vous revoir, Henri, psychologue. Donc, la petite lettre de Josette. Alain et Michel, en discutant avec vous et en vous lisant, mes yeux s'ouvrent autrement. Je ne dors pas et j'ouvre les yeux sur ma vie, mes voyages, mes rencontres, mes ressentis, tout ce qui est resté en moi. Votre lettre m'a fait un immense plaisir. Et maintenant, que mes yeux soient ouverts ou fermés, je me transporte ailleurs. Merci à vous, Josette. Et la réponse de Josette fut donc la suivante. Ou plutôt ma réponse, pardon, décidément. Cette Josette nous a beaucoup préoccupés, c'est vrai, beaucoup intéressés. En ce petit matin de février, je pense encore à la profondeur de votre regard, et je me dis que tout est là pour celui qui sait décrypter l'immense masse d'émotions contenues dans un seul être. Les mots ne sont souvent que les balbutiements de l'âme. Je leur préfère l'incroyable présence de ce que d'autres ont appelé le verbe. Le verbe, c'est une vibration qui entoure toute personne capable d'attention. Or, cela, vous le possédez à outrance. Vous êtes une capteuse d'émotions, et ce que vous offrez est aussi riche qu'un buisson de lumière. Sachez que vous nourrissez tous ceux que vous croisez. C'est un don, la présence.
À Michel et moi, vous apportez beaucoup et nous repartons un peu plus fort lorsque nous avons été un moment à vos côtés. Poursuivez vos voyages, l'esprit est plus puissant que tout. Certains de nos rêves éveillés ont plus de piment que toutes les réalités. Ils sont surtout un chemin qui nous conduit à ce qu'il y a de plus beau en nous. Bien à vous, Alain et Michel. Bon, on a choisi ce passage parce que je trouve qu'il témoigne assez bien de ce qui pouvait se produire. Alain et Michel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Rien, sinon que chaque fois, effectivement, je pense que Michel et moi, on sort chaque fois soit de la salle de rencontre, soit de chambre particulière avec la même émotion. C'est-à-dire que nous avons en face de nous des êtres qui ne sont plus, puisque vous évoquiez tout à l'heure l'Indien, l'homme et l'Indien, cet homme assez étonnant qui a été un homme d'affaires important et qui, pendant 1 semaine ou 2 semaines de sa vie, allant aux États-Unis, est allé en quelque sorte se réfugier dans une réserve indienne. Et de toute sa vie, finalement, qu'est-ce qui restait? Il restait ces 2 semaines dans cette réserve indienne. Il mettait sa femme de côté, il ne voulait absolument pas qu'elle soit là. Et là, je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais c'était quelque chose de très important, voilà, qui a pu le marquer. Donc, si vous voulez, ce qui nous a frappé, Michel et moi, c'était ces souvenirs un peu, oui, particuliers, ces choses qui ressortent, qu'on ne confie pas à tout le monde, et qui finalement sont peut-être la goutte d'or d'une vie. On peut avoir vécu des quantités de choses, mais finalement, il y a tellement peu de choses qui restent. Et ce sont ces petites choses-là que nous récoltions. Et j'avoue que ça a été un grand privilège. Voilà ce que je voulais rajouter. Bon. Et alors, on a choisi pour passer au sujet suivant, la lecture d'une lettre que Alain va vous lire. C'est moi qui vais lire. Voilà, puisque il est question de sédation. Voilà, je passe la parole à Alain. Je vous dis à tout à l'heure. C'est une lettre de médecin, on est bien d'accord. Et de Frédéric. Non. Alain, bon, c'est pas grave, oui, médecin. Alain et Michel, je suis secoué. Il faut que je vous raconte. Ce matin, quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait une sorte de tristesse dans l'air. Comme si le ciel reflétait l'humeur du monde, je ne sais pas, quelque chose de palpable, de lourd. Dans l'escalier qui monte au service, un couple s'étreignait. C'était beau et triste. J'ai reconnu une famille d'une patiente du service. J'ai fait mine de regarder une affiche avant d'emprunter l'escalier pour ne pas rompre ce moment suspendu. Je fais ma visite, le cœur un peu réfractaire, comme toujours, quand je travaille le week-end. C'était calme. J'arrive à la chambre de Catherine, au fond du couloir, à droite. Ça sent bon. Elle vient de sortir de la salle de bain. Il faut savoir que sa toilette lui prend presque toute la matinée, mais elle y tient, elle met un point d'honneur à le faire seule, sans assistance. Elle est épuisée, a du mal à trouver son air, essence de vie si précieuse. Elle mobilise tout de même une once d'énergie pour m'accueillir avec un sourire, s'accordant avec ce doux regard, doux et tendre regard. Elle est à bout de force. Elle refuse mon bras pour faire les quelques pas qui séparent la salle de bain de son lit, manque de chuter, et finalement réussit à s'asseoir au bord du lit et à tenir assise. Je ne sais par quel miracle, elle est épuisée. Elle me demande de m'asseoir en face d'elle et me dit dans un murmure haletant: « Docteur, endormez-moi, je sais que c'est le moment, je n'en peux plus, je n'arrive plus à respirer. » Cela fait des mois qu'elle en parle, que le moment venu, elle pourrait être sédatée quand l'air viendrait à manquer et quand elle ne pourrait plus le supporter. Des mois qu'elle combat ce corps qui se dérobe doucement à elle. Des mois qu'elle sait comment cela va se terminer, que cela ne peut pas finir autrement, être endormie pour ne pas percevoir qu'elle est au bout de ce corps qui lâche. En ce moment, ce foutu moment, c'est ce matin,
et il a fallu que ça tombe sur moi. Merde. Là, c'est vraiment dur, car je suis vraiment attaché à cette patiente. Elle me touche au plus haut point. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est d'autant plus difficile car ma responsabilité de médecin ne me permet pas que l'affectif décide. Je tente de me reprendre, ne pas crouler sous l'émotion. Je me rends vite compte qu'il n'y a rien à décider, que c'est déjà posé depuis longtemps, qu'il faut acter. Je rejoins l'équipe de soignants du jour, du coup je me sens moins seul, mais j'ai sacrément envie de chialer. Je leur fais part de l'état respiratoire de Catherine, de sa requête. On se concerte rapidement, car Catherine est très mal. Il faut l'apaiser. Je donne mes consignes à l'infirmière et lui demande de venir me chercher pour qu'on retourne en chambre ensemble. Et là, dans ce mouvement accéléré de vie, dans ce tourbillon de temps qui emporte, secoue et transporte, je reçois votre mail. J'imprime votre lettre. Je retourne voir Catherine. Je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé. Elle est belle comme une reine, toujours assise sur sa couverture de velours rouge. Elle me demande de ne pas prévenir sa sœur, unique famille, repartie dans le Gard le matin même. Je lui propose qu'elle lise votre courrier ou bien que quelqu'un le lise pour elle. Elle choisit la seconde proposition. Il m'est juste impossible de le lire et je demande à une infirmière de le faire. Catherine écoute chaque mot, chaque silence. Elle sourit, elle contient l'eau qui remplit son regard, elle reçoit. Moi, je contiens, prête à exploser. C'était vraiment beau. Voilà, je voulais vous le raconter. Vous êtes capable de faire ça. C'est cela qui se produit lorsque vous offrez vos mots, et bien plus que vos mots, aux patients de notre service. Catherine dort maintenant, et moi, je vais rentrer chez moi et écouter votre voix tout à l'heure sur France Inter. La vie reprend son cours, le temps reprend son droit, affectueusement. Bon. Merci. De rien. Donc, je passe la parole à Cécile pour la suite de la présentation. Merci, merci Frédéric, merci Alain et Michel, merci pour ces témoignages. C'est assez dur de faire la transition parce que moi je vais vous parler aussi de sédation et d'un projet de recherche. Je voulais vous remercier quand même pour ce travail ou en tout cas ces rencontres et ces instants de vie partagés que vous avez pu dont vous avez pu témoigner comme des instants suspendus et d'en être à la fois les témoins et les passeurs. Voilà, je voulais aussi vous remercier de faire la transition sur cette lettre parce qu'en fait, finalement, elle traduit beaucoup de choses sur les problématiques qui m'ont occupée quand j'ai souhaité réfléchir à un projet autour de la sédation, des sédations. Donc voilà, merci pour tous ces beaux instants, très beaux. Cette scène. Moi, j'ai la chance de travailler autour d'un projet de recherche sur les pratiques sédatives. Et en fait, l'idée par laquelle est né ce projet, c'était de se dire que utiliser la sédation, les pratiques sédatives, parce que la sémantique est importante et en même temps complexe, était nécessaire en soins palliatifs, mais était en même temps pas simple. Et j'avais vraiment envie qu'on puisse traduire à la fois cette subtilité, à la fois cette difficulté parfois du processus de décision, à la fois ce vécu émotionnel qui est vraiment dit avec de très beaux mots et une grande justesse, je trouve, dans le courrier. L'idée est née fin 2017. La loi Leonetti, Claeys-Leonetti était passée par là avec toutes les craintes qu'on pouvait avoir autour à la fois d'une banalisation de la sédation et du coup d'une banalisation. Et en même temps, on parlait beaucoup de sédation. Il y avait eu une ouverture un peu de ce terme au grand public. Et j'ai eu envie d'essayer de travailler à mettre en exergue vraiment la complexité éthique du processus décisionnel, du vécu émotionnel
Et peut-être aussi, si on avait pu du vécu des patients, mais en tout cas, ça c'était compliqué, mais en tout cas du vécu des proches. Donc, j'ai pu travailler avec le professeur Lionel Dany, qui travaille au laboratoire de psychologie sociale à Aix, à l'écriture d'un projet, d'abord d'une réponse d'appel à projet sur un projet de sciences humaines et sociales. Et nous avons déposé à l'Institut national du cancer en mars 2018 ce projet. Nous avons eu la grande chance que ce projet soit accepté. Et nous avons donc proposé un projet vraiment qualitatif, c'est-à-dire qui voulait aller chercher et à la fois observer les pratiques en soins palliatifs auprès de différentes équipes, puisque le projet se fait autour de 8 équipes dans la région PACA. Donc, vous avez des équipes d'unités de soins palliatifs, d'équipes mobiles de soins palliatifs, de réseaux de soins palliatifs. Donc, le projet a commencé en avril 2019 et son objectif, c'est vraiment de regarder au travers de 4 différentes études, à la fois de l'observation, à la fois des entretiens auprès des soignants et des proches, et à la fois des échanges entre professionnels, de vraiment ces aspects éthiques, relationnels, de comment on établit un processus décisionnel et aussi l'impact émotionnel auprès des soignants et des proches. Voilà, donc j'ai eu aussi la chance de participer comme un peu être à l'idée, lancer l'idée de ce projet, et puis après qui a été vraiment, j'ai été très accompagnée, et c'est Lionel Dany qui a pu reprendre ce projet en lien avec Margot Vieille, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, qui est psychologue de la santé. Et j'ai aussi fait partie des gens qui ont été observés, donc j'ai pu vivre un peu ce projet de plus près. Voilà, je vais passer la parole à Margot, que je remercie de me présenter plus concrètement ce projet. Je m'excuse, j'ai un petit bug. Je vais passer la parole à Margot. Voilà. Merci. Parfait. Alors, avant, j'ai une question. Est-ce que je peux partager du coup mon… Ça y est, je t'ai passé la main, Margot. Ah, alors je ne sais pas comment on fait par contre la suite. Il faut que tu actives. Oui. En fait, je ne peux pas… Alors, j'arrive, hein. Désolée. Pour contrôler à distance, tu dois avoir je prends la main ou un truc comme ça qui se note. Non, en fait, il y a juste de Micheline, mais par contre, je ne peux pas accéder en fait à mon diaporama. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'essaye. Hein. Ah, attendez. Sinon, je te fais défiler ton diaporama si tu n'y arrives pas. Là, est-ce que ça fonctionne si je vous mets mon écran comme ça? Vas-y, fais dérouler le… Fais dérouler. Vous le voyez? Non. Alors, attendez. Excusez-moi. Voilà, c'est le live. C'est les petits couacs du live. Et si je le fais défiler, là, vous le voyez ou pas du tout? Non, elle ne bouge pas la diapo. Non, bon. Alors, attends. Je reprends la main et j'essaierai de te la repasser. Attends, je te mets sur ta diapo et j'essaye de te la repasser. D'accord, ok. Voilà, je vais te repasser la main. Ok.
Voilà, normalement, je t'ai passé la main. Et donc, il suffit simplement que je clique, c'est ça? Que tu fasses dérouler le PowerPoint. Ah, ok. Non, je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Bah, au pire des cas, c'est pas grave, faites-le dérouler. Voilà, ça y est. Tu ne l'as pas déroulé, là? Bon, voilà. Moi, je te le fais dérouler si tu veux. Oui. Tu y arrives? D'accord. Vas-y. Remonte. Non, là, disons que je ne fais pas grand-chose. Hein. Si, c'est toi. Ah bon? Fais remonter. Voilà, tu y es. C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Ok. Excusez-nous. Alors, je suis désolée, je réduis les écrans. Voilà, parfait. Hop. Voilà, alors bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit bug. J'espère que je vais réussir à prendre la main sur le diapo. J'ai encore un doute, hein, pour être honnête, mais on va voir ce que ça donne. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter donc quelques pistes de réflexion issues des premiers résultats d'une étude par observation de l'activité d'équipe soignante exerçant en soins palliatifs. Donc, cette observation elle a lieu dans le cadre d'une étude sur les pratiques sédatives et sur les prises de décision en soins palliatifs, donc, comme l'a décrit le docteur Cécile Bernard. L'étude s'appelle l'étude Calipas. Elle est portée par le professeur Lionel Dany en collaboration avec le docteur Cécile Bernard et le professeur Pierre Lecoz. Donc, tout d'abord, je pense qu'on n'est pas du tout à jour des diapos, hein, je suis désolée. J'espère que vous arrivez à suivre un peu. Voilà, donc pour le contexte général, la prise de décision en milieu médical est un processus complexe qui implique différents acteurs, qui s'inscrit dans un environnement spatio-temporel particulier et qui est sous l'influence de facteurs à la fois médicaux, techniques, mais aussi psychosociaux. La prise de décision en fin de vie est un sujet d'autant plus complexe car la fin de vie est un sujet évidemment qui anime la société et qui engendre de nombreux débats et des divergences d'opinion au sein de la population. Donc finalement, décider des conditions d'une fin de vie va impliquer les acteurs sur différents plans, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan éthique, mais aussi sur le plan personnel et émotionnel. Et donc, on va voir que ces aspects-là vont impacter considérablement la prise de décision et notamment les décisions liées à la sédation. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Cécile, en 2013, on sait que le Comité consultatif national d'éthique a réfléchi à un compromis possible à la légalisation de l'euthanasie et va proposer du coup de réfléchir et de faire évoluer les pratiques sédatives en proposant donc une réflexion autour du droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et ça va être qu'en 2016, donc, que la loi Claeys-Leonetti va émerger et donc ils proposeront à ce que la sédation profonde et continue devienne un droit du patient en fin de vie. Donc voilà un petit peu pour le contexte de l'étude et la question qu'on s'est posée, pardon, j'oublie que c'est moi qui fais défiler, la question qu'on s'est posée dans l'étude, c'est de quelle sédation parle-t-on ? Parce que, comme l'a dit Cécile, il existe différents termes et il existe donc différentes sédations. Et il a été décidé au cours de réunions d'équipe, aux réunions avec les équipes soignantes qui étaient impliquées dans le projet, au moment de la présentation du projet Calipas, de considérer finalement toutes les formes de sédation. Donc, en d'autres termes, on va considérer autant, par exemple, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès que la sédation sur symptômes réfractaires, par exemple. Et nous souhaitons comparer donc le rapport que les équipes soignantes et les soignants, les membres de l'équipe, entretiennent finalement à ces différentes sédations. Alors, l'objectif principal de l'étude, c'est d'explorer donc les pratiques, les représentations et l'expérience de la sédation à visée palliative en décrivant ce qu'on appelle le monde réel, entre guillemets, de ces pratiques, autrement dit, telles qu'elles sont mises en œuvre auprès des patients atteints d'un cancer en fin de vie. Alors, dans l'étude Calipas, il faut savoir qu'il y a 4 études. Donc, il y a une étude par observation, une étude par entretien de recherche, une étude d'examen de cas et enfin une partie où on effectue des entretiens collectifs.
Donc, il faut savoir que l'étude par examen de cas et les entretiens collectifs devraient commencer à partir de 2021 et que l'observation et les entretiens de recherche ont commencé depuis 2019 et sont effectués, on va dire, en même temps. Donc, ça fait depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui et ça devra encore durer jusqu'à fin 2021. Voilà, donc moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter du coup des pistes de réflexion, on va dire plus autour de l'étude liée à l'observation. L'objectif, c'est d'explorer, d'identifier et d'analyser comment la sédation est vécue par les soignants et de quelle manière en fait elle est pratiquée sur le terrain en soins palliatifs. Voilà. Donc, au niveau méthodologique, il s'agit donc d'observer 8 équipes soignantes de soins palliatifs sur une période de 2 à 3 mois au sein de chaque équipe. Donc, l'observateur, c'est moi, et je passe donc 3 jours par semaine environ, ça dépend des lieux d'observation, mais en moyenne, c'est 3 jours par semaine au sein de l'équipe. On va observer donc l'ensemble des activités, donc ça va être à la fois, ça peut être la relève, ça peut être les toilettes, ça peut être les rencontres proches et patients. En fait, on peut tout observer, mais on va quand même focaliser notre attention sur les processus de prise de décision qui sont liés à la mise en œuvre de la sédation et sur la mise en place de la sédation. Donc, il faut savoir qu'à ce jour, il y a 3 équipes qui ont été observées, 2 équipes mobiles, 2 unités de soins palliatifs et une équipe mobile. Du fait de la crise du Covid, on devait observer 2 autres équipes, mais en fait, ça va être décalé à 2021. Et donc, à ce jour, on en est à 11 mois d'observation. Sont inclus dans l'étude alors tous les membres de l'équipe qui sont présents pendant la période d'observation et qui évidemment acceptent la présence de l'observateur. Et à l'inverse, donc, vont être exclus de l'étude ceux qui ne sont pas présents et ceux qui n'ont pas envie de se faire observer. Évidemment, à ce propos, les membres de l'équipe soignante, les proches et les patients, ils ont totalement le droit de refuser la présence de l'observateur. Alors, donc aujourd'hui, j'ai plutôt décidé donc pas de vous présenter des résultats concrets, sachant qu'on n'a que les résultats de 3 lieux d'observation, mais plutôt des pistes de réflexion, on va dire, issues de l'observation. Aussi, quand je vais parler de soignants, j'inclus à la fois les médecins, l'équipe soignante, enfin vraiment, c'est toute l'équipe soignante médicale et paramédicale. Et enfin, je précise que je ne vais pas donner d'exemples concrets, tout simplement pour garantir l'anonymat et la confidentialité des équipes. Alors, concernant les résultats, donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quel rapport les soignants entretiennent-ils à la mort et aussi à la sédation ? Donc, en fait, l'observation, elle nous a permis de constater que la perception que les soignants ont finalement d'une belle mort semble être le reflet de la description qu'ils font d'une fin de vie sous sédation. Autrement dit, une fin de vie qui serait sans souffrance, une fin de vie apaisée et même une fin de vie endormie et inconsciente. Entre guillemets, la belle fin de vie est aussi une fin de vie où on est accompagné de ses proches et des soignants. Pour eux, il s'agit d'un processus de fin de vie qui est décrit comme naturel et ils insistent vraiment à ce sujet, dans le sens où la mort, elle n'est pas induite volontairement par le biais de la sédation et dans le sens où finalement il s'agit simplement d'une évolution de la maladie. Ce serait une issue de la maladie. La sédation, donc, elle permettrait de soulager en première intention, finalement, au risque que la mort survienne, mais toujours avec cette notion de naturel. Le patient sous sédation aussi, selon les soignants, il resterait acteur de sa fin de vie. Et ça, finalement, même en étant inconscient. Donc, finalement, il serait apte, en état d'inconscience, à prendre des décisions et à avoir un certain contrôle sur sa vie. Les soignants aussi, pour parler du décès du patient, vont employer souvent le terme de partir ou de quitter. Et il faut savoir que ces termes ont été prononcés sur les 3 lieux d'observation. Donc, par exemple, pour parler du décès du patient, une soignante me dira « il est parti ce matin » ou encore « il nous a quittés ». Donc, vraiment, voilà, l'emploi de mots, on va dire, plus doux pour parler du décès des patients. On peut se demander finalement si l'emploi de ces mots plus doux ne sont pas finalement le reflet d'une certaine représentation des équipes soignantes par rapport à la mort en soins palliatifs. Donc, une mort qui serait peut-être progressive, avec un processus où l'accompagnement, finalement, il ne cesse pas, et ça même après la mort du patient.
À l'inverse, on peut aussi se demander si l'emploi du mot mort ou décès n'est pas vécu comme émotionnellement trop brutal et trop impactant pour les soignants, alors que finalement des mots plus doux tels que partir ou encore quitter peuvent permettre en fait de mettre à distance cette vie qui est en train de se finir ou bien cette vie qui est tout simplement finie. Aussi, certains comportements et discours nous permettent de remarquer que même pour les soignants qui exercent en soins palliatifs depuis longtemps, il semble difficile, voire impossible, de s'habituer à la mort des patients. Une infirmière me le dira à la sortie d'une chambre, depuis des années, j'ai beau en voir des décès, j'ai beau en voir, on ne peut pas s'y habituer. Mais à l'inverse, pendant l'observation, j'ai pu remarquer aussi que certains soignants, au détour d'une discussion entre soignants lors d'un déjeuner, pour parler du décès d'un patient, me diront de toute façon, à force, on s'habitue. Donc, on voit vraiment qu'il y a des différences, on va dire, de perception, mais surtout de vécu. Et on peut se demander finalement si cette habitude décrite est-elle pas tout simplement le reflet d'une certaine attitude tout simplement défensive, entre guillemets, face à la mort, ou bien s'il est vraiment possible de s'y habituer et d'être finalement moins impacté émotionnellement par les décès, est-ce pour autant possible, en fait, de le dire dans le collectif et de l'assumer en soins palliatifs? Voilà, c'était une de nos questions à ce sujet. Je vais remarquer aussi que les décès ne sont pas, ne sont peu, voire pas discutés, et parfois pas annoncés en équipe. Donc, ils ne sont pas annoncés au sein du collectif, et ça se fera plus de manière informelle entre soignants dans le couloir, par exemple, ou encore les soignants m'en parleront, en fait, plutôt au moment des entretiens de recherche. Donc, on peut se demander comment ce contrôle émotionnel, cette mise à distance, est vécu par les soignants qui travaillent en soins palliatifs. Et ce d'autant plus, et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant, c'est que souvent, au cours de l'observation, j'ai remarqué que ces mêmes professionnels vont motiver à la fois les proches et les patients à travailler sur leurs émotions et à exprimer leurs émotions, alors qu'eux-mêmes, finalement, se retrouvent face à leurs difficultés émotionnelles. Voilà pour ce qui est du rapport à la mort et à la sédation. Oui, c'est bon. Alors, concernant les décisions liées aux pratiques sédatives, on s'est rendu compte par le biais de l'observation qu'en fait, le staff n'est pas finalement le lieu ultime de la prise de décision et qu'il semble plutôt constituer le lieu de la confirmation et de la validation de la décision médicale par le reste de l'équipe soignante. En effet, en fait, les décisions elles vont être prises en amont, entre médecins et avant en fait, les réunions d'équipe. Il me semble que les médecins, par cette demande implicite de confirmation des décisions, souhaitent alors à la fois maintenir l'implication de l'équipe soignante dans le processus décisionnel, mais semblent aussi vouloir, d'une autre manière, protéger l'équipe finalement de toute décision importante à prendre concernant la sédation. Donc l'équipe, elle va avoir pour mission de partager son avis et de partager l'expérience qu'elle va avoir auprès du patient afin d'aider et de guider à la prise de décision. Un autre aspect lié à la prise de décision concerne les demandes de sédation émises par le patient. Donc, les demandes faites par le patient suscitent, quant à elles, on a pu se rendre compte en fait qu'elles suscitent de vraies divergences entre les équipes, au sein de l'équipe, pardon. Donc, pour certains, les demandes émises par le patient, elles vont faciliter la prise de décision et elles vont même renforcer la décision. Alors que pour d'autres soignants, ces demandes, elles vont nécessiter un temps de réflexion beaucoup plus long, avec une demande de réévaluation finalement constante de la demande. Et cet élément-là semble pour eux compliquer la prise de décision. Donc, on voit bien que les demandes qui sont faites par le patient, elles créent une réelle rupture dans certains processus décisionnels. Un autre aspect plus précis concernant les demandes, c'est l'ambivalence du patient dans sa décision. Donc, le fait qu'il soit ambivalent face à sa demande. Donc, cette ambivalence, elle peut susciter un sentiment réel d'impuissance du soignant, ne pouvant plus aider et ne pouvant pas apporter en fait son aide au patient. Donc, on voit bien ici que le temps qui est imposé par le patient à l'équipe soignante est réellement vécu comme difficile pour l'équipe. Mais pour d'autres, au contraire, l'ambivalence des patients, elle va enrichir la réflexion et elle va permettre d'avoir une décision collective plus forte.
Un autre point qui interroge et qui dérange parfois les soignants, ça va être la souffrance psychique du patient comme motif de la demande. Alors, pour certains, le fait que le patient demande pour ce motif-là, va enrichir la prise de décision et va surtout pousser à une réflexion éthique. Alors que pour d'autres, ça va les mettre en grande difficulté et ils vont avoir vraiment du mal à évaluer la validité de la demande, autrement dit, la légitimité, le caractère légitime de la demande. Donc la question, c'est est-ce une vraie demande ? Certains soignants vont apporter des justifications, comme par exemple un besoin de contrôle du patient face à sa situation de fin de vie, ou encore des douleurs qui vont être non soulagées par les antalgiques et qui vont pousser le patient à faire cette demande. Donc on voit bien ici qu'il faut que le patient finalement soit, entre guillemets, quand même, sûr et certain de sa décision. Il n'y a pas vraiment une pression de temps, mais en tout cas, on attend, entre guillemets, le bon moment. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce possible finalement d'être sûr et certain de vouloir à tout jamais dormir ? L'autre question, c'est le temps va-t-il vraiment éclairer aussi cette incertitude, tant soignante que pour le patient ? Et enfin, qui va décider, qui va être le décisionnaire, on va dire, final de la validité de cette demande et à quel moment ? Donc, on observe finalement un certain, on pourrait dire, comportement ou une attitude un peu normée des soignants face à ces demandes. Pousser le patient à cheminer, l'aider à réfléchir et en même temps espérer aussi parfois qu'il réévalue sa demande et même parfois qu'il la retarde. Donc, on voit bien qu'on entre un peu dans une négociation entre le soignant et le soigné concernant les demandes qu'il fait à l'équipe. Ensuite, concernant l'administration de la sédation, durant l'observation, donc, il a été possible de constater qu'au moment de la mise en place de la sédation, certains médecins, pour protéger l'équipe, et particulièrement les infirmiers et infirmières, vont administrer eux-mêmes la sédation. Il arrive aussi que certains médecins prennent la décision de retarder l'administration de la sédation, ou bien même parfois de l'accélérer. Donc, ils justifient, entre guillemets, leurs actes pour à la fois protéger l'entourage du patient et garantir leur bien-être. Donc, par exemple, permettre aux autres proches d'arriver dans le service ou encore trouver que le vécu devient trop insupportable pour les proches, que cette fin de vie qui dure devient trop insupportable pour les proches, mais on verra qu'en fait, elle est aussi difficile pour les soignants. Donc, malgré, on va dire, la loi et la place des proches qui n'est pas, on va dire, totale dans la nouvelle loi, excusez-moi, on voit bien que le proche a quand même, en pratique, un poids dans la gestion du soignant vis-à-vis de la mise en place de la sédation. Aussi, il est arrivé de nombreuses fois que le médecin ou un soignant, ou bien les deux en discutant ensemble, au cours d'une sédation, décide de diminuer le traitement sédatif. Et non pas parce que le patient finalement est suffisamment confortable et peut recevoir, on va dire, moins de traitement, mais plutôt pour ne pas être responsable du décès éventuel du patient. Et ça, je trouve que c'est un élément important parce que ça a pu être retrouvé notamment sur les 3 lieux d'observation. Concernant la diapo qui suit, c'est toujours sur l'administration. Une fois le patient inconscient, donc suite à l'administration de la sédation, on va dire vient le moment de ce qu'on a appelé la durée de la sédation. Autrement dit, le temps entre l'endormissement et le décès du patient. Et on va voir que ce temps-là peut être très mal vécu par l'équipe. On va voir qu'il y a une certaine norme temporelle du mourir qui va s'installer, avec finalement la notion d'un temps qui va être idéal pour mourir. Je développe. Donc, on va voir que quand la mort elle est trop rapide, elle peut donner l'impression aux soignants qu'elle est induite par eux. Donc, en fait, avec un fort sentiment de responsabilité dans la mort du patient. À l'inverse, quand la mort va être trop longue, elle va être vécue finalement comme un échec, voire une mauvaise évaluation du temps de l'induction de la sédation, avec l'idée peut-être qu'ils s'inscrivent dans un acharnement palliatif. Mais surtout, ce qu'on va remarquer, c'est qu'une mort qui est rapide va être beaucoup plus mal vécue finalement qu'une mort qui est lente.
La mort lente, elle peut être expliquée par les soignants comme étant finalement le souhait du patient à, entre guillemets, rester encore un peu. Un soignant me dira il n'a pas envie de mourir maintenant, par exemple. C'est peut-être pas son heure. Il attend peut-être la visite de ses petits-enfants. Voilà, il justifie de cette manière. Donc, on voit bien que l'équipe, elle semble avoir besoin de rationaliser finalement cette agonie qui dure. Mais on pourrait se demander finalement si sans ça, sans cette possibilité de rationaliser la situation, comment ferait-il en fait pour investir ce temps d'inconscience du patient? Donc, en d'autres termes, s'il n'y a que vide et si le patient n'est plus présent, à quoi sert l'équipe soignante et surtout à qui sert-elle? Donc ça, c'était une de nos interrogations. Quant à l'émotion durant la mise en place d'une sédation, on a pu remarquer que l'émotion ne semble pas avoir sa place. Alors, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas sa place qu'elle n'existe pas, bien au contraire, mais on a pu remarquer que la technicité des gestes, le fait de se focaliser sur la technique, permettait d'une certaine manière de couvrir l'émotion. Et tous les soignants, en fait, qui sont présents dans la chambre ou bien qui ne sont pas dans la chambre, mais qui sont là durant la sédation, vont tous avoir une tâche à faire, une tâche plutôt technique. Et donc, finalement, ça ne va pas être le moment pour extérioriser ces émotions. Et l'émotion, comme on l'a un peu dit tout à l'heure par rapport au décès, elle sera extériorisée à la sortie de la chambre et toujours en fait de manière informelle. Il est arrivé beaucoup de fois, par exemple, que je revienne dans mon service le lendemain et que je demande du coup si le patient est toujours là ou que je pose une question en lien avec le patient et qu'on m'annonce simplement qu'il est mort, mais qu'on n'en dit rien de plus. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'émotion par rapport à la sédation. Et enfin, le dernier résultat, la dernière réflexion que je voulais partager avec vous, c'est concernant la loi donc Claeys-Leonetti. Donc l'observation, durant l'observation, les soignants ont pu un peu m'exprimer leur point de vue vis-à-vis de la nouvelle loi. Et là, on va voir que pareil, les avis sont vraiment très différents. Donc pour certains, la loi a permis quand même de retarder la mise en place d'une loi sur l'euthanasie. Et tous, ou presque en tout cas, tous les soignants que j'ai pu avoir durant cette observation m'ont exprimé le fait qu'ils étaient contre l'euthanasie, quasiment tous. Pour les soignants qui étaient favorables à l'euthanasie, ou plutôt je dirais qui n'étaient pas contre sa légalisation, me le disait, mais de manière un peu cachée. Il ne me le disait pas, on va dire, en groupe, il me le disait à une pause cigarette, à une pause café, vraiment à des moments où on ne se retrouvait que tous les deux. Et donc, on s'est posé la question si finalement il n'y a pas un interdit de parler de l'euthanasie en soins palliatifs, ou finalement, est-ce qu'on a le droit de penser l'euthanasie? On s'est demandé s'il n'y avait pas une certaine norme qui s'installait, une norme commune au groupe par rapport à la perception de la fin de vie, avec finalement la question que l'euthanasie pouvait être perçue par ce groupe de soignants en soins palliatifs comme une mauvaise pratique professionnelle. Pour revenir à la loi, les soignants m'ont aussi fait part que les protocoles, particulièrement les médecins, que les protocoles liés à la nouvelle loi permettaient d'aider à la réflexion, de pousser et d'apporter une réflexion dans le collectif, de prendre aussi le temps et que ces protocoles guidaient quand même les équipes tant dans le cheminement collectif que dans les actions qu'ils pouvaient mettre en place ou les sédations qu'ils pouvaient mettre en place. Enfin, donc là, on voit bien qu'il y a ceux qui trouvent un intérêt à la nouvelle loi, mais il y en a d'autres qui vont plutôt expliquer que la loi, elle n'a fait que compliquer la pratique et elle n'a fait surtout que compliquer la relation aux patients et à ses proches. Pour ces soignants, elle ne répond pas, en fait, ce qu'ils appellent les vraies demandes des patients. Autrement dit, une demande à mourir et non pas une demande à dormir. Donc, sur ce sujet, beaucoup vont décrire que la loi est hypocrite, car finalement, elle ne remplit pas, entre guillemets, le contrat. Alors, pas le contrat passé entre le patient et le médecin, mais plutôt le contrat tel que les patients se l'imaginaient. Elle engendrera notamment, cette loi, de la confusion, justement, chez les proches et les patients à propos de leurs droits et entraînerait de mauvaises croyances et de mauvaises connaissances. Ça provoquerait une colère importante chez le patient, ne se sentant en fait pas écouté, et ça générerait de grosses tensions entre les soignants, les soignés et ses proches.
Donc voilà ce qu'il en est pour la réflexion issue de l'observation. Donc je ne vais pas non plus conclure, mais on va dire que pour finir cette réflexion, on pourrait dire que malgré un cadre législatif qui est commun aux pratiques sédatives et à cette volonté de diffuser une certaine culture palliative, on voit bien que la loi a généré l'expression de microculture, et plus clairement, on va dire plutôt une segmentation au sein de la communauté palliative, avec finalement une accentuation des différences de perception. Et aussi, le cadre de la loi est souvent décrit comme flou, ce qui laisserait place à une liberté d'interprétation qui diviserait encore plus les soignants. Donc la loi de 2016, elle semble finalement déstabiliser la communauté palliative et elle semble surtout raviver certaines tensions anciennes liées à des questions comme le pouvoir qu'a le soignant sur la vie ou la mort d'autrui, ou encore des questions liées à la légalisation de l'euthanasie. Pour finir, je vous avais mis une petite citation d'un anthropologue français qui, à mon sens, illustre bien l'intérêt finalement de l'observation participante pour étudier des phénomènes complexes comme la sédation. Donc la citation, elle dit « En restant rivés à une seule culture, nous sommes non seulement aveugles à celle des autres, mais nous sommes myopes quand il s'agit de la nôtre. » Et je trouve qu'elle reflète bien l'intérêt de faire une étude par observation pour ce type de sujet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Margot. Je trouve que c'est très éclairant et en tout cas très riche d'enseignements pour nous qui sommes plongés parfois dans ces sédations et dans ces discussions et dans ces réflexions. Alors maintenant viendra le temps des questions, hein, donc n'hésitez pas les uns et les autres à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos retours par le chat, des questions qui peuvent évidemment autant être destinées à Margot que à Alain ou Michel. Ce que je trouve très éclairant dans ce que tu nous dis, c'est un petit peu cette question qui est que à la fois on serait une communauté avec des modes de la communauté palliative ou des soignants en soins palliatifs, avec du coup des modes de pensée qui sont communs et des vraies questions que tu sous-entends comme le bon moment pour décider de la sédation, le bon temps du mourir, des choses, la manière de parler peut-être de la mort, où finalement tu retrouves des choses communes alors aux différentes personnes, aux différentes équipes, j'imagine. Je trouve aussi très intéressant cette notion de finalement on parle beaucoup des émotions, on cherche à ce que nos patients expriment les émotions et puis ben, nous on aurait peut-être plus de mal à en faire quelque chose, en tout cas dans ces moments de travail. Et en même temps, tu mets bien en exergue cette notion de microculture. Et j'aurais envie de te demander, pour commencer peut-être, est-ce que tu as eu le sentiment que ces microcultures, telles que tu les as nommées, pouvaient être identifiées et se reconnaître dans certaines équipes, ou c'était vraiment un peu transversal? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que certaines équipes développeraient une identité qui serait honorée ou est-ce que vraiment il y a des traits qui sont communs à chacun et que dans les équipes, on a un peu de représentants différents de ces microcultures? Je ne sais pas si c'est très clair, mais… Oui, en fait, la question que tu me poses, c'est est-ce que finalement l'expression de ces microcultures, on les retrouve dans certaines équipes ou bien si ça s'est retrouvé au sens plutôt un peu plus large au sein des trois équipes? Alors, non, je dirais quand même que ça s'est retrouvé dans les trois équipes à un niveau, enfin, à un degré, on va dire, plus ou moins important. Mais quand même, on a trouvé qu'il y avait vraiment, malgré tout, une division. Enfin, c'est l'impression qu'on a eue, donc c'est un peu pour ça qu'on a proposé cette pas conclusion, mais cette réflexion finale, à se dire que finalement la loi avait peut-être pour but, au contraire, de rassembler en fait les soignants, enfin en tout cas de mettre en commun une manière de penser les choses. Et en fait, on voit que du fait, surtout, je pense, c'est pour ça que je l'ai dit à la fin, le caractère flou de la loi, ça donne parfois l'impression que finalement, chacun peut faire ce qu'il veut de cette loi. Et ça, c'est un élément où
ça a souvent entraîné en fait des tensions au sein des équipes, non pas parce que, enfin évidemment parce qu'ils n'étaient pas toujours d'accord sur des décisions, ce qui peut arriver dans n'importe quelle équipe et pas qu'en soins palliatifs, mais il y a quand même eu toujours ce retour à la loi et ce besoin de réfléchir en collectif sur la loi, parce qu'en fait, cette loi, elle paraissait finalement pas toujours très claire, tant pour les infirmiers, les aides-soignants que les médecins d'ailleurs, hein. Et donc, souvent, j'ai pu constater sur le terrain j'ai eu le sentiment plutôt, parce que j'ai pas envie de dire constater, parce que j'en suis qu'à 3 équipes, mais en tout cas, j'ai eu le sentiment quand même qu'il y avait de réelles tensions qui émergeaient suite à cette loi, avec aussi alors c'est plus les résultats, on va dire, des entretiens, ça, mais avec des soignants qui me disaient en fait que la loi de 2005 était largement suffisante. Et d'ailleurs, c'est un résultat qui s'est souvent retrouvé, hein, c'est que finalement, avec un peu l'idée que la loi de 2016 aurait un peu foutu le bazar, quoi. Clairement, qu'elle n'était pas utile et que, à part pousser à la réflexion et permettre quand même aux équipes de se retrouver et de réfléchir sur certains sujets, elle a quand même, on va dire, plus bouleversé qu'aidé les équipes soignantes. Donc, je dirais que, du coup, pour répondre à ta question, je me gare un peu, mais que oui, l'expression des microcultures, je trouve qu'elle se retrouve dans les 3 lieux d'observation à un degré, on va dire, plus ou moins important. D'accord. Okay. Voilà. Mais quand je parle de microculture aussi, on va dire que c'est une culture propre à chaque service aussi quand même, hein. C'est pas forcément, je parle pas d'une division au sein d'une équipe même, mais plus, on va dire, un mode de pensée et un mode de fonctionnement propre à l'équipe, qui serait différent d'une autre équipe. Voilà. Bien. Merci. Margot, parmi dans les questions, il y a quelqu'un qui demande si tu as rencontré des bénévoles au moment de tes entretiens. C'est une question de Martine Louisier. Non. Non, c'est vrai que ça n'avait pas été forcément... Non, j'avoue que non, on l'a pas forcément réfléchi, je pense. Cécile, tu me diras, mais je pense qu'on n'a pas forcément inclus les bénévoles au départ. Pour quelles raisons, je ne sais pas vraiment finalement. Mais non, c'est vrai qu'on n'a pas inclus, au cours des entretiens, on n'a pas inclus les bénévoles. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais dans la partie entretien, il y a aussi déjà, en fait, on interviewe un médecin impliqué dans la prise de décision ou dans la mise en place de la sédation, et où d'ailleurs, et un autre soignant qui s'est senti impliqué dans la prise en charge du patient. Et en fait, à côté, 3 mois après ces entretiens, on envoie un courrier aux proches et on fait aussi des entretiens avec les proches des patients qui ont reçu la sédation. Voilà. En fait, si je peux répondre à cette question, c'est vrai que quand on a monté ce projet de recherche, comme on vous l'a dit dans les objectifs, on était vraiment sur la question et du processus décisionnel et des réflexions éthiques et du vécu émotionnel. Et on voulait vraiment se centrer et sur les soignants qui, du coup, participaient à ce processus décisionnel et sur les proches. On a d'autres projets de recherche, notamment en cours avec Lionel Dany, sur la notion de qualité de vie en fin de vie et là, c'est des projets de recherche sur lesquels il y a aussi des entretiens et des focus group, enfin un projet en tout cas où on a vraiment inclus les bénévoles dans l'idée aussi d'avoir ce regard qui est évidemment très important et très complémentaire. Mais c'est vrai que sur ce projet, sur la sédation, on était parti plus des soignants et des proches du patient. Voilà. Il y a une autre question pour toi, Margot, c'est est-ce que tu as eu des retours des familles? Des proches, quoi, justement, que tu as interrogé. Des retours, oui, des retours par le biais d'entretien. Oui. C'est Valérie qui me pose la question, c'est ça? Oui, oui. Oui. J'ai eu des retours des familles parce qu'en fait, on en est à, si je ne dis pas de bêtises, on en est à 7 entretiens ou 6 auprès de proches de patients sur, je crois, 14 courriers envoyés.
Donc, bon, finalement, c'est pas trop mal en termes de retour pour l'instant. Et en effet, alors bon, sur 6 entretiens, en effet, j'ai eu des retours, on va dire que c'est pas très représentatif, mais oui, j'ai eu des retours. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vision des familles n'est pas du tout la même que celle des soignants. Donc, on va dire que le vécu de la sédation, par exemple, un des résultats qui ressort beaucoup des entretiens, c'est que les fins de vie qui durent, donc celles dont je parlais tout à l'heure, où le processus de fin de vie est long, suite à la mise en place d'une sédation, je précise, est très très mal vécu par les proches. Donc en fait, ils le vivent presque comme quelque chose en fait de traumatique. Ce temps où finalement ils n'arrivent pas à investir auprès de leurs proches, où ils investissent plus de la même manière, et où finalement ils ont l'impression, ils le disent pas de cette manière, moi je suis un peu plus directe, mais ils expliquent un peu perdre leur temps, avoir un peu l'impression de perdre leur temps, de plus savoir se comporter avec leurs proches comme ils l'auraient fait avant, et finalement il y en a même certains qui vont dire qu'ils vivent l'agonie. En fait, ils vivent l'agonie et qu'ils vont vouloir oublier en fait ce moment-là, parce que c'est quelque chose de vraiment très difficile on va dire, à se souvenir. C'est un souvenir très douloureux pour eux. Donc, ils sont à la fois, on va dire pour la plupart, ils trouvent que c'est bien que la sédation existe, ils trouvent que c'est une bonne chose, mais en revanche, le vécu n'est pas forcément toujours bon, en fait. Le vécu associé n'est pas forcément toujours bon, mais finalement, comme pour les soignants, en fait. On le voit dans les entretiens, surtout parce que l'observation, c'est vrai que c'est plus, on va dire, alors il y a des échanges, mais il y a aussi du non-verbal, mais dans les entretiens, ça se ressent beaucoup plus, où finalement, les sédations, oui, la sédation, c'est quelque chose de bien, oui, il faut qu'elle existe, et peu importe la forme de sédation, mais par contre, c'est dur à vivre. Voilà, par contre, c'est dur à vivre, et que ce soit les soignants ou les proches, le vécu reste douloureux. Voilà, pas toutes les formes de sédation pour les soignants, évidemment, mais quand même. Enfin, la sédation sous symptômes réfractaires pour les soignants semble plus facile à vivre. Sur symptômes réfractaires, je parle de, par exemple, physiques, problèmes respiratoires aigus, etc., sont peut-être plus faciles à vivre que d'autres types de sédation. C'est pas encore... voilà, ça, j'en dis pas trop, mais en tout cas, le vécu est aussi difficile que pour les proches, ouais. Donc voilà les retours en fait des familles. Après, pour être tout à fait transparente, je n'ai pas encore analysé les entretiens, mais à l'écoute, en tout cas, et de ce que je me souviens, c'est vrai qu'il y avait quand même cette notion de sédation qui dure, qui est assez difficile. Merci. Du coup, on sent dans ce que tu dis cette difficulté à investir ce temps de vie, et notamment dans la sédation. Ça me permet peut-être de revenir vers les artistes qui nous ont donné un peu une image de comment on pouvait vivre différemment ce temps au sein d'un service de soins palliatifs. Et je voulais demander à Alain et Michel ce qui peut-être les avait le plus surpris dans ces rencontres avec les patients. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez dû faire un choix de lettres et d'œuvres pour le livre, et comment vous avez pu faire? Oui, il y a des affinités. Vas-y, commence. Oui, tu es bien placé pour en parler. Non, enfin, un choix. Je commence donc par la seconde question. Non, ça n'a pas été tellement une histoire de choix, ça a été surtout le fruit d'une récolte qui s'est faite d'une manière un peu désordonnée, car le premier psychologue, Henri, est parti, il avait un certain nombre de mails que nous ne retrouvions plus, enfin bref, il a vraiment fallu creuser pour, avec une image importante, si vous voulez, déterrer d'une certaine manière les mots qui nous avaient été adressés, que nous avions adressés. Et ça a été un travail un peu de fourmi, on s'y est tous mis, hein, l'équipe de soins palliatifs, nous-mêmes, pour tenter de retrouver trace de tous ces mots. Et ça nous paraissait très important, effectivement. Parce que, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le titre est important, La Très en vie, c'est une manière de rester en vie, que de pouvoir épingler en quelque sorte un langage qui vous est propre.
Et puis 2, parce que, comme je l'ai dit au début, certains êtres nous ont absolument touchés, bouleversés, et au-delà, comme le vocabulaire est pauvre, la plupart du temps, c'est vrai que c'est mieux d'être technique, parce que finalement, c'est un merveilleux refuge. Mais dès qu'on sort de cette technicité, c'est un tel miroitement, c'est un tel... comment dire, ce sont des millions de facettes pour chaque individu. C'est là qu'on s'aperçoit, si vous voulez, aussi de la singularité de chaque personne. Ça, c'est vraiment une chose qui nous a effectivement particulièrement émus. Et en cela, je réponds peut-être à la première question que vous avez posée. Oui. Merci, c'est un beau témoignage, en tout cas, avec vraiment, comme vous dites, la technique peut parfois être un refuge parce que c'est cette rencontre plus au cœur que vous avez, que vous tentez de ce petit fil, là, ces petits instants suspendus que vous tentez de traduire et par les lettres et par les tableaux sont peut-être beaucoup plus difficiles à expliciter. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour peut-être dire, enfin, je sais pas, le mot bénévole, je le trouve très beau, hein, bénévoler, vouloir du bien, et ça m'ennuie un peu. J'aurais tellement aimé trouver un autre mot, mais j'arrive pas à le trouver. Il faudrait l'inventer probablement. Hein. C'est une autre forme de rencontre. Et ce qui est très curieux aussi, c'est la notion de temps. Curieusement, quand nous avons rencontré tous ces êtres, nous les avons rencontrés 2 fois, 3 fois, 4, 5 fois grand maximum, et au fond, ils faisaient partie de notre famille. C'était évident, famille humaine. Et au fond, ce ring que nous ne possédons pas, à savoir des cordes avec comment dire, des délimitations particulières, nous a peut-être permis effectivement d'aller quelquefois, pour nous, hein, un peu plus loin. Parce que nous n'étions pas limités par une fonction quelconque. Ou, voilà. Ça a été notre grande liberté. Et je pense que quand on offre malgré soi cette grande liberté, bah, vous avez en face de vous, même si un être est très mal en point, je ne sais pas moi, un pur sang. Quoi. Moi, j'avais l'impression quelquefois de révolte, de colère, de joie, de rire, tout à fait exceptionnel. C'était l'humain dans son absolue vérité. Plus de chichi, là, hein, plus de costume et plus de protection, plus de masque. Bon, c'est tout. C'est parfait. Alors, c'est peut-être un petit peu terre à terre, mais moi, je me demandais un peu comment ça se passait concrètement, les premiers contacts avec les patients que vous avez rencontrés et qu'est-ce qui initiait le mouvement d'échanger par écrit, en fait? C'était vous qui leur suggériez l'idée? Comment ça s'est passé? Plus naturellement du monde. Plus naturellement du monde. Et puis après, vous savez, vous avez des affinités. Vous avez des atomes crochus. Il y a des êtres qui vont particulièrement vous attendrir parce qu'ils vont vous raconter. Et donc après, vous avez envie de partager, de continuer ce moment. Et il y a cet échange d'humain. On a prononcé ce terme, mais là, on se ressemble, on se rencontre, on se retrouve. Alain parlait de famille. Oui, c'est vrai que parmi ces êtres, on a rencontré des êtres qui faisaient partie de notre famille. C'est tout simple, c'est du ressenti, je ne sais pas comment le dire autrement. Et les premières lettres, je crois que c'est venu également très spontanément. Il m'est apparu qu'en soins palliatifs, en fait de bénévole, il y a effectivement toutes sortes d'actions, et vous le savez mieux que quiconque, mais ce rapport aux mots, aux verbes et aux lettres, comme je le disais tout à l'heure, ça me semblait quelque chose d'intéressant. Et c'est vrai que souvent, certains patients disaient « Ah, je ne vois plus personne » ou je n'ai pas, ma famille ne vient pas. Et je me suis dit que les lettres, vous savez, c'est une idée qui nous est venue aussi après une lecture de lettres de poilus adressées à leur famille. Et avec ce temps qui était quand même assez long, entre le moment où vous êtes dans une tranchée et puis une fiancée, un fiancé, une mère qui vous envoie une lettre que vous recevez quelques jours après, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et donc après avoir lu certaines de ces lettres, je me suis mis au fond renouer avec la lettre
qui est quand même l'endroit refuge où l'on peut tout confier aussi. Ça me paraissait important. Donc ça vraiment, on souhaiterait que ça puisse se disperser, que ça puisse prendre un essor. Et c'est tellement bon d'écrire à quelqu'un qu'on connaît très peu, en définitive, parce qu'on peut tout dire. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Merci. On a un témoignage d'une bénévole pour vous. Je vais vous le lire parce qu'il est pour vous, Alain et Michel. Merci de vos témoignages si pleins de tendresse pour tous les patients. Mon regard de bénévole d'écoute en sera grandi. Bon. Moi, ce que je voulais dire, c'est que en tant que soignant, quand on a, voilà, dans votre expérience, dans ces rencontres au travers des lettres, dans des expériences que j'ai pu avoir, notamment avec des art thérapeutes qui interviennent dans mon service, ou la musicothérapeute, ou les bénévoles, parfois les retours des bénévoles ou les écrits des bénévoles sur les patients. En fait, nous, évidemment qu'on a aussi une rencontre, bien sûr, avec le patient, une rencontre sensible, une rencontre qui a une certaine intimité et une individualité. Mais tous ces regards croisés et ces petites touches de l'autre, où vous êtes juste eh ben nous, ça nous aide aussi à ramener une finesse et une compréhension sensible de la personne. Et en tout cas, pour moi, en tant que soignante, ces échanges sont d'une extrême richesse. Et ces regards croisés sont d'une extrême richesse. Alors, on a une autre question pour Michel. Pardon, vous voulez peut-être répondre? Dis-moi. Non, je ne peux rien rajouter. Là. Je ne saurais pas quoi dire. Non, c'est vrai que c'est un pointillisme ou un impressionnisme. Ce sont tous ces points de vue qui sont intéressants. Et pour nous aussi, ça a été un enrichissement phénoménal, et très important. Mais c'est vrai que nous pouvons, en tant que... Alors, je vous dis, j'aime pas le mot, tous les oiseaux volent. Alors, si vous voulez, bénévole, ça m'ennuie. Bon, bref, ce qui nous a véritablement persuadé qu'il fallait, pas qu'il fallait, mais que c'était une nécessité de poursuivre et de continuer, c'est tous les échanges que nous avons pu avoir également avec aussi bien les médecins, les infirmiers, les infirmières, les psychomotriciennes, etc. Ça a été vraiment ce tissu, ce réseau qui s'est effectué, mais autour de l'affect. Uniquement pour nous, ça a été une chance, parce que ça n'était que l'affect. On n'est pas ni médecin, ni infirmier. Donc ça, c'était peut-être plus facile aussi. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est le langage du cœur. Je pense que l'artiste, quel qu'il soit, c'est sa façon à lui de dire les choses, de les montrer, c'est son métier. Je pense que ce fameux langage du cœur, il y a une sensibilité, il y a une compréhension, ces écrits, ces tableaux, ça fait partie de notre vie. Oui, je ne dis pas que c'est tous les artistes, je ne pense pas d'ailleurs. Je pense que certains se sentent hors société complètement. Et j'aime assez ça. J'aime assez cet émargement, si vous voulez, mais qui peut permettre à cela d'être totalement libre, au fond, dans leur relation avec les humains. Bon, on arrête. Alors, il y a une question pour Michel de la part de Amélie, Amélie Noël. Est-ce que certaines familles vous ont demandé d'emporter un de vos tableaux peints lors des rencontres avec leurs proches? Non. Comme une trace laissée à l'infini? Non, jamais, puisque je ne parlais pas de ce travail qui était fait dans la plus grande discrétion, dans le cœur de l'atelier. C'était très personnel. Donc c'est une histoire d'éditeur et de livre pour peut-être donner à ce livre une autre, je sais pas, une autre respiration, mais sinon ça ne serait jamais sorti du placard. D'accord. Et en fait, elle rajoute pour quelle raison ne pas en parler, donc ne pas avoir parlé de... Je ne sais pas, c'est peut-être parce que d'abord, je ne suis pas forcément du tout un peintre, on va dire, hyper réaliste, donc ça pourrait peut-être aussi choquer. Il y a des choses que je n'ai absolument pas montrées,
enfin, qui ne sont pas dans le livre, parce que ça pourrait peut-être gêner, ça pourrait être vu d'une certaine façon ou mal interprété. C'est vraiment pour cela que je ne montrais pas, j'en ai jamais vraiment parlé. Ça reste quelque chose de confidentiel, oui. Comme, vous savez, ces lettres, elles sont, on touche à l'intime. Ben, c'était un petit peu pareil dans cette réflexion picturale. Je ne me voyais pas en train de dire, tenez, voilà, si Monica, voilà, c'est la seule, effectivement, parce qu'il y avait ce tableau qui était dans mon atelier et qui lui ressemblait étrangement. Voilà, mais sinon, je n'en ai vraiment pas parlé aux autres patients. Alors, elle rajoute qu'elle trouve que ça aurait été un bel hommage de pouvoir le partager, avec les patients. Voilà. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais que dire. Alors si, moi j'ai quelque chose à rajouter, parce qu'ayant travaillé dans ce service et fait des projets avec vous communs, on a quand même, au cours de ces 6 années, fait une exposition au sein du service, où on a partagé, je sais pas, pendant 6-8 semaines, tes œuvres à toi, Michel, oui, mais avec celles de certains patients. Oui, mais enfin, il y a eu quand même quelque chose d'exposé, même si ce n'était pas les œuvres que tu avais faites suite aux rencontres. C'est vrai, oui. Donc, il y a eu quand même quelque chose de partagé et ça a été très apprécié par les patients et leurs familles. Merci. En tout cas, ça a produit quelque chose. D'accord. Que puis-je rajouter? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais demander à Margot, du coup, est-ce qu'il y a des soignants ou des équipes pour lesquelles tu as senti que ta présence, ou en tout cas cette observation participative, pouvait gêner? Ça, c'est ma première question, ou questionner peut-être. Et ma deuxième question, ce serait, tu explicitais le fait que l'expression des émotions n'avait pas toujours de place pour les soignants. Et est-ce que du coup, tu parlais beaucoup de l'informel, et est-ce que tu as observé cette expression dans l'informel entre soignants, ou peut-être plutôt vers toi, qui était justement un regard extérieur, si on peut répondre à ça? Alors, oui, alors la première question, c'était ma place d'observateur, c'est ça, hein? Oui. Oui, ma place d'observateur a pu gêner, a pu me gêner aussi, je pense surtout. On va dire que oui, au début, je pense que quand on arrive dans une équipe, je dis ça aujourd'hui avec quand même du recul maintenant, mais je ne pensais pas ça au départ. Mais je pense qu'avoir la place d'observateur, on est toujours gêné. Parce que déjà, je suis psychologue et je ne suis pas observateur. Donc, déjà, d'être à cette place, alors qu'on va dire que ce n'est pas forcément ma place au départ, il faut, entre guillemets, se l'approprier. On a un peu le sentiment, j'avais fait tout un truc autour de ça, justement, sur la place de l'observateur et le ressenti aussi de l'observateur et le ressenti des équipes. Et c'est sûr que c'est à la fois gênant pour moi, c'est à la fois gênant pour celui qui est observé, parce qu'il peut avoir l'impression aussi que j'évalue sa pratique. Évidemment que ce n'est pas le cas, mais quand on ne connaît pas un observateur, on ne peut pas lui faire confiance du jour au lendemain. Donc il y a aussi toute cette question, je pense, de la confiance qui doit s'établir avec le temps. Et on a beau dire 3 mois, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant. Si, c'est suffisant pour une observation, mais c'est pas suffisant pour faire partie d'une équipe aussi. Alors, j'ai jamais non plus ressenti, on va dire, je me suis toujours sentie intégrée, et j'ai bien senti que toutes les équipes et les soignants essayaient de faire le maximum à chaque fois. Donc, on va dire, j'ai jamais ressenti de malaise, mais en revanche, c'est sûr qu'avec certains membres de l'équipe qui n'étaient pas nécessairement à l'aise avec l'observation, on va dire que le malaise lié à l'observation peut empêcher la relation. Et ça, c'est quelque chose de dommage, mais je pense que c'est quelque chose un peu d'inévitable dans l'observation, malheureusement. Et effectivement, peut-être que si j'avais été à une autre place que celui de l'observateur, la relation aurait été différente. Donc c'est vraiment, voilà, la place de l'observateur n'est pas simple, et pour avoir accès à des comportements que nous, on cherche à avoir, en fait, les plus naturels possibles.
Et aussi, et aussi parce que c'est pas forcément toujours, on va dire, simple de changer d'équipe, hein, aussi, de changer d'équipe, de changer de mode de pensée, de changer de rythme, et puis tout simplement, on peut aussi s'attacher d'une équipe à l'autre. Donc, il faut récupérer une nouvelle place dans une nouvelle équipe, ce qui n'est pas toujours simple. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est aussi compliqué pour les observés que pour l'observateur. Mais oui, du coup, je pense qu'il y en a pour qui ça a pu gêner et on comprend. Enfin, il n'y a rien de plus à dire, en fait. Donc, voilà, essayer le plus possible de pallier à ça. Et après, je ne me rappelle plus du tout de ta deuxième question, par contre. Ma deuxième question, c'était dans l'expression des émotions. Tu disais que tu trouvais que les soignants avaient finalement peu d'expression de leurs émotions ou que ça se faisait de manière informelle. Ouais. Et est-ce que du coup, c'est une expression qui se faisait entre eux, avec toi En fait, les deux. En groupe ouais. Alors c'est compliqué parce que comme je suis observateur d'une équipe en entier, j'ai pas les horaires de toute l'équipe forcément. Donc on va dire que j'arrivais pour le staff à peu près pour toutes les équipes. Et par exemple, les infirmiers et les aides-soignants arrivent généralement beaucoup plus tôt. Donc il y a aussi tout on va dire un contenu que j'ai pas en fait. Donc j'essayais par tous les moyens de savoir en discutant, en interrogeant. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses que je n'ai pas, donc peut-être des choses qui s'expriment d'une telle manière que j'ai pas pu observer. Mais en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que la réunion, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Alors, on va dire peut-être dans les 3 équipes. Hein. Oui, dans les 3 équipes, c'est pas vraiment le lieu. C'est plus le lieu de la décision, mais c'est pas tellement le lieu des émotions. Et c'est vrai que ça se fait plus entre collègues, vraiment. Soit quand je leur posais aussi une question, par exemple sur un patient, alors je leur demandais pas comment tu te sens par rapport au patient, enfin, ça arrivait, mais c'était pas nécessairement ça que je demandais, mais ça venait spontanément en fait dans l'échange, ou alors quand j'observais tout simplement aussi, hein, je veux dire, je suis observateur, mais c'est sûr que quand je rentre dans la chambre avec une infirmière, un infirmier ou une aide-soignante ou un médecin, quand on sort de la chambre, on est 2 à ressentir ce qui vient de se passer. Et en fait, dans ce temps-là aussi, il s'est dit des choses qui ne se sont pas dites en fait dans le collectif après. Alors que finalement, on la sent, la tension. Et c'est ça qui est terrible en fait. Et c'est là où j'avais fait le lien avec la demande en fait d'expression de l'émotion de la part des soignants aux patients. Et j'ai trouvé ça en fait dingue d'une certaine manière de voir autant de travail autour de l'émotion et autant de finalement on était presque à dire allez, il faut travailler sur les émotions. Enfin, on sent qu'il y a une vraie volonté que le patient il réfléchisse. Mais en fait, je ne dirais pas que le soignant ne réfléchit pas, attention, hein, mais qu'à l'inverse, il n'a pas forcément envie, dans ce temps-là, en fait, de s'y confronter. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça met des... Je ne pourrais pas expliquer encore, hein, avec beaucoup... Enfin, je n'ai pas tout à fait encore un recul suffisant, je pense, mais il y a une tension. Ce n'est pas une tension négative, ce n'est pas positif, il y a une tension, on sent qu'il y a l'émotion, et que le fait que ce soit bloqué... eh bien, on passe à un autre sujet, quoi. On change de sujet ou on fait autre chose, on fait une activité, on fait une autre tâche. Et oui, l'émotion est là. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas dire qu'elle est absente, mais on sent qu'elle est bloquée. En tout cas, elle est momentanément bloquée et ça se discute, mais en petits groupes, voire à 2. Oui, tout à fait. Je réponds à la remarque de Valérie, les mots sont tellement fades dans ces moments-là. Tout à fait, en fait, tout à fait. Et ça aussi, je l'ai vécu. Et bon, enfin, moi, après, je peux vous raconter ma vie, mais travaillant... Non, mais comme je travaille depuis peu de temps dans un service aussi, je trouve que c'est intéressant de faire le travail d'observateur et de faire le travail de psychologue et de se rendre compte finalement du ressenti tel qu'il émerge et en fait de la difficulté à le partager, en fait. Et en effet, c'est bien de l'observer, mais de le vivre aussi, je trouve que ça permet de remarquer effectivement que des fois, il n'y a juste pas les mots. Et donc, en effet, il y a l'émotion, mais qu'on ne peut pas l'exprimer, en tout cas. Donc, oui. Donc, après, sur ce plan-là, je n'ai pas encore exploré totalement, on va dire, tout ce qui est en lien avec l'émotion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, tant par les entretiens que par l'observation. Mais oui, en tout cas, voilà.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Valérie ajoute, les mots effectivement sont tellement fades dans ces moments-là, ils dénaturent ces instants hors du temps. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être dans ces genres d'instants suspendus, dans un ailleurs finalement. Presque parfois on ferait un petit pas de côté et on aurait l'impression que est-ce qu'on est vraiment encore dans l'ici et maintenant, on ne sait pas trop. Parfois on se sent un peu effectivement dans un instant suspendu. Oui. Et puis je voudrais juste rajouter aussi que le fait d'avoir les entretiens et l'observation pour l'aspect émotionnel, c'est intéressant parce que alors, j'ai fait que 11 mois d'observation, enfin c'est déjà pas mal, mais je veux dire objectivement, ça reste un temps limité. Mais pendant les entretiens, quand je pose la question a-t-on le droit de ressentir une émotion en soins palliatifs, a-t-on le droit d'exprimer ses émotions en soins palliatifs? Alors tout le monde me répond ah oui, oui, oui. D'accord. Et du coup, par le biais de l'observation, c'est marrant de voir qu'en fait, non, enfin, peut-être pas aussi catégorique, mais en tout cas qu'on dit que oui, on en a envie, je pense. Mais par contre, il y a quelque chose qui bloque, comme on vient de le dire, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, on voit bien que oui, il y a la place, mais bon, il y a quand même, mais bon, on se retient. Et ça, je l'ai observé pour le coup. Je l'ai observé pendant des situations de sédation ou des situations d'échange. Et c'est vraiment intéressant parce que l'émotion, elle est pas exprimée, mais en tout cas, elle est plus que visible, avec les larmes aux yeux, ou enfin, des choses vraiment qui sont concrètes, quoi. Mais en tout cas, l'expression au sens, on va dire, des mots, c'est vrai que pour l'instant, c'est un élément en tout cas qui est pas peu visible, mais qui est pas autant visible que j'imaginais. Ouais. Il y avait une remarque du docteur Prenin, qui est médecin à l'équipe de mobile de soins palliatifs de Sainte-Anne, qui disait que les soignants avaient un espace pour revenir sur leurs émotions au sein des supervisions. Oui. Voilà. Et êtes-vous non, je ne suis pas invitée à participer. Et bon, je trouve que c'est normal. Enfin, non, parce que pour le coup, c'est un temps de supervision et c'est pas un temps. Enfin, là, clairement, ma place serait. En tout cas, il y a ce temps dédié qui est voilà, qui c'est un espace où déposer des émotions, qui est là, qui est à disposition pour les soignants s'ils peuvent s'en saisir. Oui, mais alors, comment dire? Oui, mais alors ils ne sont pas nécessairement utilisés ces temps. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils existent, mais il n'y a personne. Ou alors tout le monde y va à reculons. Bon, alors après chez le psychologue c'est pareil, on y va toujours à reculons. Mais bon, toujours est-il que quand on y va, ils sont toujours satisfaits en sortant parce que souvent, je demandais comment c'était passé, c'était super, machin. Donc on voit que ça fait du bien, mais par contre d'y aller, ça semble un peu peut-être un peu. Parce que encore une fois, par rapport à ce que tu disais sur ce qui se raconte plus facilement dans l'informel, la supervision, c'est déjà une forme de formalisation. En fait. Oui, complètement. Complètement. Et puis le fait que ce soit en groupe aussi, peut-être, ça peut bloquer certains soignants. Enfin, en tout cas, certains soignants le disent que ça peut clairement les bloquer. Hein. Donc ouais. Donc, en tout cas, non, je n'ai pas participé. J'ai participé sur un lieu d'observation qui était mon premier lieu, donc c'était au tout début. Et bon, j'étais là, je n'ai pas eu le sentiment de gêner particulièrement, mais je me suis demandé quand même ce que je faisais là, quoi. Enfin, c'était pas forcément l'espace. Donc voilà. Après, Delphine rajoute, ça dépend des équipes et je pense qu'effectivement la manière dont les supervisions sont investies dépend certainement des équipes. Ouais. Et puis je lirai aussi le mot à tout le monde de Morgane qui nous dit que respecter les silences sont aussi importants que les mots. Et voilà, il y a aussi effectivement parfois des émotions et des choses qui se vivent au travers de ces silences. Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions? J'en avais peut-être une dernière qui était la place du proche. Est-ce que tu as pu sentir dans le processus décisionnel comment le proche pouvait être entendu ou comment sa parole pouvait être retraduite ou pas? Par le biais de l'observation, hein? Oui.
Oui, alors oui, bien sûr. Alors, évidemment, elle est évidemment prise en compte dans tous les lieux où j'ai été. Le proche, on l'interroge sur ses ressentis, on s'intéresse à ce qu'il vit lui aussi de la situation. Et en effet, tu me parlais dans les décisions plutôt liées à la sédation. En effet, alors, je dirais pas que le proche... Enfin, en fait, c'est un peu l'un ou l'autre. J'ai pu voir quand même plutôt des réactions qu'on peut qualifier parfois frontales, un peu où finalement le proche n'a pas sa place dans ces temps-là et du coup, entre guillemets, doit avoir une certaine attitude quand même face à l'équipe pour pouvoir dire quelque chose de ce qu'il pense de la sédation, par exemple. Parce que les proches aussi, dans certaines situations, pouvaient être un peu agressifs. Donc forcément, quand il y a de l'agressivité, les soignants restent humains, donc peuvent répondre par de l'agressivité. Donc il y avait soit cette manière de communiquer où finalement la communication n'existait pas vraiment, soit à l'inverse, pour le coup, comme je le disais, je crois, sur une des diapos, où le proche est très considéré et va même en fait avoir un poids dans la prise de décision. Enfin, pas dans la prise de décision médicale, puisqu'elle est prise en équipe et le proche n'a pas nécessairement sa place. D'ailleurs, j'ai posé cette question au début, naïvement, parce que je ne m'étais pas trop renseignée, enfin si, quand même, mais pas dans les moindres détails de la loi, et je pensais que le proche avait sa place dans la prise de décision. Et du coup, j'avais demandé pourquoi il n'était pas convié aux réunions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait en fait, finalement, il pouvait être informé, mais il ne pouvait pas prendre part à la décision, on va dire de manière... Donc c'est vrai que je me suis posé cette question au début, mais quand même, ça dépend, on va dire, des contextes, ça dépend des situations et des lieux, mais je dirais que c'est vraiment dépendant de l'équipe. Mais soit il y a, on va dire, un premier rapport un peu frontal et un peu agressif aussi avec le proche, hein, non souhaité évidemment, mais en tout cas, voilà, quelque chose d'un peu froid, soit à l'inverse, vraiment quelque chose de plutôt doux et où on sent que voilà, le proche, l'avis du proche compte en fait. Donc je dirais que c'est pour le coup, c'est dépendant des équipes, mais une fois de plus, j'ai 3 équipes, donc c'est vrai que ça reste encore pas suffisant, je trouve, pour en dire quelque chose, ouais. Alors, il y a donc une remarque qui dit que c'est sans doute une manière de les protéger, de ne pas les impliquer dans la décision, les proches. Et après, il y a une question sur le suicide assisté. Avez-vous eu des questionnements sur le suicide assisté ou l'euthanasie chez les patients? Comment ça? Dans quel sens? J'imagine, oui, pendant tes observations, est-ce qu'il y a eu des situations où les équipes se sont questionnées sur, ou est-ce qu'il y a eu des demandes par des patients ou des familles de suicide assisté ou d'euthanasie? Non. Pas de demande concrète, on va dire claire, d'euthanasie. En revanche, oui, des demandes de sédation, entre guillemets, profonde et continue, il y en a eu, oui, il y en a eu. Ouais, oui. Sans parler de demande, est-ce que le sujet a été abordé? Oui, le sujet est abordé, mais je dirais pas directement avec la question de l'euthanasie et du suicide assisté, mais plutôt en fait des questions autour de la sédation, des droits qu'ils ont, de combien de temps ça va durer, donc je dois attendre encore combien de temps dans cette situation, donc dans la loi vous ne pouvez pas faire ça, donc en fait il faut que j'attende. Enfin, vraiment des situations où on sent de l'agacement, on sent qu'ils ont conscience que de toute façon ils ne pourront pas faire ces demandes et que du coup derrière le soignant est obligé d'apporter une réponse et répond aux questions du patient qui sont des questions liées à la sédation, en fait. Donc, en fait, oui, ça, j'ai pu l'observer. Et après, j'ai observé quelque chose aussi à l'inverse, les soignants alors médecins ou infirmiers, mais surtout quand même médecins, j'ai remarqué, qui ont besoin de rappeler l'interdit de l'euthanasie aux familles.
Et ça, je l'ai vachement retrouvé. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est emmené en fait par la famille ou par le patient, mais par contre, c'est quelque chose que le médecin amène tout de suite, comme pour un peu clore le débat. Enfin, on va pas ouvrir cette porte. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais en revanche, non, c'est vrai que les patients, ils l'abordent, oui, mais pas en parlant d'euthanasie, ouais. Et tout à l'heure, on parlait de décision médicale. Ce qui m'a interpellé un petit peu, quand tu en parlais tout à l'heure, j'ai cru comprendre que tu présentais les choses, que la décision médicale était prise en amont et que la réunion collégiale, finalement, visait à valider cette décision. Ouais. Ça me semble un peu à l'inverse de ce qui serait souhaitable, en fait. Oui, alors oui, parce qu'effectivement, logiquement, le staff sert à, on va dire, acter les décisions en équipe. Après, alors quand je dis ça, je veux préciser que finalement, c'est un mode de fonctionnement des équipes. Alors après, pas de toutes, mais quand même, on va dire que sur les 3, ça a pu se retrouver un petit peu, où finalement, la décision est prise en amont, dans le sens où finalement, après, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une réunion et c'est tout. On va dire qu'il y a tout l'avant, il y a tous les échanges clairement informels entre les médecins, entre les soignants, où tout le monde va parler du sujet. En fait, si on parle d'un patient qui doit recevoir une sédation, tout le monde sait un petit peu ce qui va se dire avant en fait, la réunion. Donc, c'est dans ce sens-là où finalement les décisions sont prises avant. Et pendant la réunion, par contre, est redemandé à l'équipe leur point de vue sur la décision. Donc, c'est dans ce sens-là où je parlais de valider la décision. Après, pour être honnête, je n'ai jamais vu de situation de staff ou enfin, peu importe, que ce soit staff ou appelé autrement, mais en tout cas où un membre de l'équipe n'était pas d'accord avec la décision. Donc, ce qui, à mon sens, ne veut pas dire qu'il y a une pression médicale sur la décision, mais peut-être aussi, peut-être tout simplement, que l'équipe est suffisamment aussi en accord avec la décision qui va être prise, et donc qu'ils n'y voient pas, en fait, ils ne sont pas contre parce qu'il n'y a pas de malaise face à ce qui a été décidé. Je dirais plus ça. Mais c'est vrai que quand on lit la loi, on dirait que il faut qu'il y ait un staff avec la décision. Mais en fait, en réalité aussi, là, je donne l'exemple d'une sédation qui est entre guillemets tranquille, où on a le temps. Mais après, il y a tellement de sédations aussi où je n'ai pas eu le temps de voir de décision, tellement ça semblait être... voilà, il fallait vite décider, quoi. Donc, ouais. Mais oui, du coup, c'est vrai que ça arrive que ce soit pris avant, ouais. Oui, et puis c'est vrai que quelque part, l'idée de convoquer la réunion collégiale, c'est que déjà, on a une idée de ce vers quoi on s'oriente, ou en tout cas de la question qui se pose. Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Alors, il y a une autre question. Si le patient est en trop grande souffrance physique ou psychique pour faire une demande de sédation, avez-vous eu des cas où la personne de confiance intervenait auprès de l'équipe et quel poids a-t-elle dans la décision? Je réfléchis, j'essaie de me souvenir d'une situation. Oui, j'ai un exemple en tête. Alors après, j'ai pas un exemple sur les 3, mais là j'ai un exemple qui me vient. Oui, clairement. Oui, j'ai le souvenir d'un patient d'une patiente qui avait fait un AVC où le patient ou le proche, pardon, qui était le mari, a été convoqué par le médecin. Enfin, ils ont eu un échange avec le médecin et où j'ai clairement senti, j'ai clairement perçu en fait, vu qu'il y avait une part, enfin chez le médecin en tout cas, je pense que ça a pu guider le choix du médecin, oui, en tout cas de discuter avec ce proche et surtout en fait, moi c'est là où je le vois, comme je disais, dans l'accélération, le fait de ralentir la mise en place. On voit bien que ça impacte le fait de décider de la mettre en place maintenant. C'est quelque chose qui aurait peut-être pu être fait plus tard, mais la souffrance du proche était telle et tellement insupportable en fait pour l'équipe que la sédation va être mise en place plus tôt. Ce qui en soi, plus tôt que prévu. Après, est-ce que plus tôt c'est forcément mal? Ça c'est une autre question, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un poids. Ouais, il y a un poids sur l'équipe en tout cas, il y a un réel poids des proches.
une influence. Je trouve d'ailleurs, c'est plus beau qu'un poids, mais une influence des proches. Bon, je pense s'il n'y a pas d'autres questions, bah si. Ah ben voilà. Notre maître du temps a parlé. On va conclure cette soirée puisqu'on a un temps imparti aussi sur cette réunion Zoom. Donc, moi, je voulais vous remercier à tous d'avoir été présents parce qu'on était quand même près d'une quarantaine de participants. Micheline, c'est ça? Voilà. Donc, pour une première réunion en vidéo proposée par la PSP, on a été nombreux, on a pu échanger, on a abordé des thématiques qui étaient intéressantes, vraiment. Merci pour votre présence, pour votre implication, pour toutes vos questions. Je voulais remercier Alain et Michel qui sont pas du tout du milieu médical et qui ont joué le jeu parce que ils sont venus témoigner de la richesse des échanges qu'ils ont pu avoir avec les patients. Ils ont déjà plein de courage de passer les portes de notre service sans blouse, d'essayer de comprendre nos codes de soignants, voilà. Et puis en même temps aussi de nous obliger à revisiter aussi tout ça, tout l'institutionnel et de venir un petit peu déranger ce qui s'y passait et pour qu'il puisse se passer quelque chose. Et puis voilà, donc merci vraiment d'avoir été présent ce soir pour pouvoir témoigner de vos passages dans ce service et des beaux échanges qui en ont suivi, qui ont permis de faire naître ce livre, voilà, Lettres en vie, dont on est très fiers. Merci à Cécile et Margot pour avoir pensé à mettre en place ce projet de recherche qui est un projet qui est très audacieux, qui est d'envergure, dont on attend encore des résultats, mais qui a déjà montré de belles pistes de réflexion. Et c'est vrai que la question de la sédation est ô combien délicate dans notre domaine de compétences. On le sait, ça dérange, ça met en tension, comme tu le dis si bien. Je sais que Cécile, tu y es pour beaucoup dans la mise en œuvre de ce projet de recherche et que c'était très important de pouvoir questionner la subjectivité et d'aller chercher où se trouvait le qualitatif dans les critères de l'accompagnement de la fin de vie. Et ça montre que au milieu de tout ce qu'on essaye de codifier dans quelque chose de très général qui est la loi, on est toujours confronté à la singularité, et toujours la particularité et à nos différences de point de vue qui font aussi que la réflexion est riche et permet des échanges. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça, pour vos échanges. Vous rappeler que la prochaine soirée aura lieu donc le 1er février. Ça va, Micheline? Le 1er février sur le thème de l'éthique. Ça sera normalement en présentiel, on le souhaite, mais vous savez que ça nous fait pas peur d'improviser, de nous adapter à nouveau. On adore ça. Et que si jamais les conditions sanitaires ne le permettaient pas, on proposerait cette soirée de toute façon autrement. Je crois que j'ai rien oublié. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous et puis on vous tient au courant de l'actualité des prochaines thématiques, des prochaines soirées et de toutes les actions de la PSP sur le site. Voilà. Bonne soirée à tous, merci. Merci beaucoup. Oui. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.